12 décembre 1933. Motif du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin. 101. Paru dans le Minotaure, numéro 3 quart 1933 à 34, avec la mention « au Dr Georges Dumas, en respectueuse amitié », puis dans Oblique, 1972, numéro 2, pp 100 à 103. Sera repris à la suite de la thèse de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, Paris, Seuil, Col. Le Champ freudien, 1975, pp 25 à 28. 25. On se souvient des circonstances horribles du massacre du Mans et de l'émotion que provoqua dans la conscience du public le mystère des motifs des deux meurtrières, les sur Christine et Léa Papin. À cette inquiétude, à cet intérêt, une information très ample des faits répondit dans la presse, et par l'organe des esprits les plus avertis du journalisme 36. Nous ne ferons donc que résumer les faits du crime. Les deux sœurs, entre 28 et 21 ans, sont depuis plusieurs années les Cervantes d'honorables bourgeois de la petite ville provinciale, un avoué, sa femme et sa fille. Cervantes modèle, a-t-on dit, enviée au ménage, servante mystère aussi, car, si l'on a remarqué que les maîtres semblent avoir étrangement manqué de sympathie humaine, rien ne nous permet de dire que l'indifférence hautaine des domestiques n'ait fait que répondre à cette attitude, d'un groupe à l'autre, on ne se parlait pas. Ce silence pourtant ne pouvait être vide, même s'il était obscur aux yeux des acteurs. Un soir, le 2 février, cette obscurité se matérialise par le fait d'une banale panne de l'éclairage électrique. C'est une maladresse des sœurs qui l'a provoquée, et les patronnes absentes ont déjà montré lors de moindres propos des humeurs vives qu'ont manifesté la mère et la fille, lorsqu'à leur retour elles ont découvert le mince désastre. Les dires de Christine ont varié sur ce point. Quoi qu'il en soit, le drame se déclenche très vite, et sur la forme de l'attaque il est difficile d'admettre une autre version que celle qu'ont donnée les sœurs, à savoir qu'elle fut soudaine, simultanée, portée d'emblée au paroxysme de la fureur, chacune s'empare d'une adversaire, lui arrache vivante les yeux des orbites, fait inouï, a-t-on dit, dans les annales du crime, et l'assomme. Puis, à l'aide de ce qui se trouva leur portée, marteau, pichet d'étain, couteau de cuisine, elles s'acharnent sur les corps de leurs victimes, leur écrasent la face, et, dévoilant leur sexe, tailladent profondément les cuisses et les fesses de l'une, pour souiller de ce sang celle de l'autre. Elles lavent ensuite les instruments de ces rites atroces, se purifient elles-mêmes et se couchent dans le même lit. En voilà du propre. Telle est la formule qu'elle échange et qui semble donner le ton du dégrisement, vidé de toute émotion, qui succède chez elles à l'orgie sanglante. Aux juges, elles ne donneront de leur acte aucun motif compréhensible, aucune haine, aucun grief contre leurs victimes, leur seul souci paraîtra de partager entièrement la responsabilité du crime. À 3 médecins experts, elles apparaîtront sans aucun signe de délire, ni de démence, sans aucun trouble actuel psychique ni physique, et force leur sera d'enregistrer ce fait. Dans les antécédents du crime, des données trop imprécises, semble-t-il, pour qu'on puisse en tenir compte, une démarche embrouillée des sœurs auprès du maire pour obtenir l'émancipation de la plus jeune, un secrétaire général qui les a trouvées, piquées, un commissaire central qui témoigne les 26 avoir tenu pour persécutés. Il y a aussi l'attachement singulier qui les unissait, leur immunité à tout autre intérêt, les jours de congé qu'elles passent ensemble et dans leur chambre. Mais s'est-on inquiété jusque-là de ces étrangetés? On nommait encore un père alcoolique, brutal, qui, dit-on, a violé une de ses filles. Et le précoce abandon de leur éducation. Ce n'est qu'après 5 mois de prison que Christine, isolée de sa sœur, présente une crise d'agitation très violente avec hallucinations terrifiantes.
Au cours d'une autre crise, elle tente de s'arracher les yeux, certes en vain, mais non sans se léser. L'agitation furieuse nécessite cette fois l'application de la camisole de force, elle se livre à des exhibitions. 36 confère les reportages de Jérôme et de Jean Tarot dans Paris Soir, des 28, entre 29 et 30 septembre et du 8 octobre 1933. 12 décembre 1933 Motif du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin. 102. Érotique, puis apparaissent des symptômes de mélancolie, dépression, refus d'aliments. Auto-accusation, actes expiatoires d'un caractère répugnant, dans la suite à plusieurs reprises, elle tient des propos à signification délirante. Disons que la déclaration de Christine d'avoir simulé tel de ces états ne peut aucunement être tenue pour la clé réelle de leur nature, le sentiment de jeu y est fréquemment éprouvé par le sujet, sans que son comportement en soit moins typiquement morbide. Le 30 septembre, les sûrs sont condamnés par le jury. Christine, entendant qu'elle aura la tête tranchée sur la place du Mans, reçoit cette nouvelle à genoux. Cependant, les caractères du crime, les troubles de Christine dans la prison, les étrangetés de la vie des sûrs avaient convaincu la majorité des psychiatres de l'irresponsabilité des meurtrières. Devant le refus d'une contre-expertise, le docteur Logre, dont on connaît la personnalité hautement qualifiée, crut pouvoir témoigner à la barre pour leur défense. Fût-ce la règle de rigueur inhérente au clinicien magistral ou la prudence imposée par des circonstances qui le mettaient en posture d'avocat. Le docteur Logre avança non pas une, mais plusieurs hypothèses sur l'anomalie mentale présumée des sûrs, idées de persécution, perversion sexuelle, épilepsie ou hystéroépilepsie. Si nous croyons pouvoir formuler une solution plus univoque du problème, nous voulons d'abord en rendre hommage à son autorité, non seulement parce qu'elle nous couvre du reproche de porter un diagnostic sans avoir examiné nous-mêmes les malades, mais parce qu'elle a sanctionné de formules particulièrement heureuses certains faits très délicats à isoler, et pourtant, nous allons le voir, essentiel à la démonstration de notre thèse. Il est une entité morbide, la paranoïa, qui malgré les fortunes diverses qu'elle a subies, avec l'évolution de la psychiatrie, répond en gros aux traits classiques suivants: A. Un délire intellectuel qui varie ses thèmes des idées de grandeur aux idées de persécution, B. Des réactions agressives très fréquemment meurtrières, C. Une évolution chronique. Deux conceptions s'opposaient jusqu'ici sur la structure de cette psychose, l'une la tient pour le développement d'une constitution morbide, c'est-à-dire d'un vice congénital du caractère, l'autre en désigne les phénomènes élémentaires dans des troubles momentanés de la perception, qu'on qualifie d'interprétatifs à cause de leur analogie apparente avec l'interprétation normale. Le délire est ici considéré comme un effort rationnel du sujet pour expliquer ses expériences, et l'acte criminel comme une réaction passionnelle dont les motifs sont donnés par la conviction délirante. Bien que les phénomènes dits élémentaires aient une existence beaucoup plus certaine que la constitution prétendue paranoïaque, on voit facilement l'insuffisance de ces deux conceptions, et nous avons tenté d'en fonder une nouvelle sur une observation plus conforme au comportement du malade 37. Nous avons reconnu ainsi comme primordial, tant dans les éléments que dans l'ensemble du délire et dans ses réactions, l'influence des relations sociales incidenza. Chacun de ces trois ordres de phénomènes, et nous avons admis comme explicatif des faits de la psychose la notion dynamique des tensions sociales, dont l'état d'équilibre ou de rupture définit normalement dans l'individu la personnalité. La pulsion agressive, qui se résout dans le meurtre, apparaît ainsi comme l'affection qui sert de base à la psychose. On peut la dire inconsciente, ce qui signifie que le contenu intentionnel qui la traduit dans la conscience ne peut se manifester sans un compromis avec les exigences sociales intégrées par le sujet, c'est-à-dire sans un camouflage de motifs qui est
précisément tout le délire. Mais cette pulsion est empreinte en elle-même de relativité sociale, elle a toujours l'intentionnalité d'un crime, presque constamment celle d'une vengeance, souvent le sens d'une punition, c'est-à-dire d'une sanction issue des idéaux sociaux, parfois enfin elle. 37 Jacques Lacan. De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Lefrançois édite 1932. 12 décembre 1933 Motif du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin. 103. S'identifie à l'acte achevé de la moralité, elle a la portée d'une expiation, auto-punition. Les caractère objectif du meurtre, son électivité quant à la victime, son efficacité meurtrière. Ses modes de déclenchement et d'exécution varient de façon continue avec ses degrés de la signification humaine de la pulsion fondamentale. Ce sont ces mêmes degrés qui commandent la réaction de la société à l'égard du crime paranoïaque, réaction ambivalente à double forme, qui fait la contagion émotionnelle de ce crime et les exigences punitives de l'opinion. Tel est ce crime des sœurs Papin, par l'émotion qu'il soulève et qui dépasse son horreur. Par sa valeur d'image atroce, mais symbolique jusqu'en ses plus hideux détails, les métaphores les plus usées de la haine, je lui arracherai les yeux, reçoivent leur exécution littérale. La conscience populaire révèle le sens qu'elle donne à cette haine, appliquant ici le maximum de la peine, comme la loi antique au crime des esclaves. Peut-être nous le verrons, se trompe-t-elle ainsi sur le sens réel de 27, l'acte. Mais observons à l'usage de ce qu'effraie la voie psychologique où nous engageons l'étude de la responsabilité, que l'adage « comprendre c'est pardonner » est soumis aux limites de chaque communauté humaine et que, hors de ces limites, comprendre ou croire comprendre, c'est condamner. Le contenu intellectuel du délire nous apparaît, nous l'avons dit, comme une superstructure à la fois justificative et négatrice de la pulsion criminelle. Nous le concevons donc comme soumis aux variations de cette pulsion, à la chute qui résulte par exemple de son assouvissement, dans le cas princeps du type particulier de paranoïa que nous avons décrit, le cas aimé, le délire s'évanouit avec la réalisation des buts de l'acte. Nous ne nous étonnerons pas qu'il en ait été de même pendant les premiers mois qui ont suivi le crime. Les défauts corrélatifs des descriptions et des explications classiques ont longtemps fait méconnaître l'existence, pourtant capitale, de telles variations, en affirmant la stabilité des délires paranoïaques, alors qu'il n'y a que constance de structure. Cette conception induit les experts à des conclusions erronées, et explique leur embarras en présence de nombreux crimes paranoïaques, où leur sentiment de la réalité se fait jour, malgré leur doctrine, mais n'engendre chez eux que l'incertitude. Chez les sœurs Papin, nous devons tenir la seule trace d'une formulation d'idées délirante antérieure au crime pour un complément du tableau clinique, or l'on sait qu'on la trouve, dans le témoignage du commissaire central de la ville principalement. Son imprécision ne saurait aucunement le faire rejeter, tout psychiatre connaît l'ambiance très spéciale qu'évoque très souvent on ne sait quelle stéréotypie des propos de ces malades, avant même qu'ils s'explicitent en formules délirantes. Que quelqu'un n'ait seulement une fois expérimenté cette impression, et l'on ne saurait tenir pour négligeable le fait qu'il la reconnaisse. Or les fonctions de triage des centres de la police donnent l'habitude de cette expérience. Dans la prison, plusieurs thèmes délirants s'expriment chez Christine. Nous qualifions ainsi non seulement des symptômes typiques du délire, tels que celui de la méconnaissance systématique de la réalité. Christine demande comment se portent ces deux victimes et déclare qu'elle les croit revenues dans un autre corps, mais aussi les croyances plus ambiguës qui se traduisent dans des propos comme celui-ci, je crois bien que dans une autre vie je devais être le mari de ma sœur. On peut en effet reconnaître en ces propos des contenus très typiques de délire classé.
Il est en outre constant de rencontrer une certaine ambivalence dans toute croyance délirante, depuis les formes les plus tranquillement affirmatives des délires fantastiques, où le sujet reconnaît pourtant une double réalité, jusqu'aux formes interrogatives des délires dits de supposition, où toute affirmation de la réalité lui est suspecte. L'analyse, dans notre cas, de ces contenus et de ces formes nous permettrait de préciser la place des deux dans la classification naturelle des délires. Elle ne se rangerait pas dans cette forme très limitée de paranoïa que, par la voie de telles corrélations. 12 décembre 1933 Motif du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin. 104. Formel, nous avons isolé dans notre travail. Probablement même sortirait LD. Cadre générique de la paranoïa pour entrer dans celui des paraphrénies, que le génie de Kraepelin isola comme des formes immédiatement contiguës. Cette précision du diagnostic, dans l'état chaotique de notre information, serait pourtant très précaire. Au reste, elle serait peu utile à notre étude des motifs du crime, puisque, nous l'avons indiqué dans notre travail, les formes de paranoïa et les formes délirantes voisines restent unies par une communauté de structures qui justifie l'application des mêmes méthodes d'analyse. Ce qui est certain, c'est que les formes de la psychose sont chez les deux sinon identiques, du moins étroitement corrélatives. On a entendu au cours des débats l'affirmation étonnante qu'il était impossible que deux êtres fussent frappés ensemble de la même folie, ou plutôt la révélassent simultanément. C'est une affirmation complètement fausse. Les délires à deux sont parmi les formes les plus anciennement reconnues des psychoses. Les observations montrent qu'ils se produisent électivement entre proches parents, père et fils, mère et fille, frères ou sœurs. Disons que leur mécanisme relève dans certains cas de la suggestion contingente exercée par un sujet délirant actif sur un sujet débile passif. Nous allons voir que notre conception de la paranoïa en donne une notion toute différente et explique de façon plus satisfaisante le parallélisme criminel des deux. Sur la pulsion meurtrière que nous concevons comme la base de la paranoïa ne serait en effet qu'une abstraction peu satisfaisante si elle ne se trouvait contrôlée par une série d'anomalies corrélatives des instincts socialisés, et si l'état actuel de nos connaissances sur l'évolution de la personnalité ne nous permettait de considérer ces anomalies pulsionnelles comme contemporaines dans leur genèse. Homosexualité, perversion sadomasochiste. Tels sont les troubles instinctifs dont seuls les psychanalystes avaient su dans ces cas déceler l'existence et dont nous avons tenté de montrer dans notre travail la signification génétique. Il faut avouer que les sœurs paraissent apporter à ces corrélations une confirmation qu'on pourrait dire grossière. Le sadisme est évident dans les manœuvres exécutées sur les victimes, et quelle signification ne prennent pas, à la lumière de ces données, l'affection exclusive des deux sœurs, le mystère de leur vie, les étrangetés de leur cohabitation, leur rapprochement peureux dans un même lit après le crime. Notre expérience précise de ces malades nous fait hésiter pourtant devant l'affirmation que d'aucuns franchissent de la réalité de relations sexuelles entre les sœurs. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants au docteur Logre de la subtilité du terme 28 de couple psychologique, où l'on mesure sa réserve en ce problème. Les psychanalystes eux-mêmes, quand ils font dériver la paranoïa de l'homosexualité, qualifient cette homosexualité d'inconsciente, de larvée. Cette tendance homosexuelle ne s'exprimerait que par une négation éperdue d'elle-même, qui fonderait la conviction d'être persécutée et désignerait l'être aimé dans le persécuteur. Mais qu'est cette tendance singulière, qui, si proche ainsi de sa révélation la plus évidente, en resterait toujours séparée par un obstacle singulièrement transparent? Freud, dans un article admirable 38, sans nous donner la clé de ce paradoxe, nous fournit
tous les éléments pour la trouver? Il nous montre en effet que, lorsqu'au premier stade maintenant reconnu de la sexualité infantile s'opère la réduction forcée de l'hostilité primitive entre les frères, une anormale inversion peut se produire de cette hostilité en désir, et que ce mécanisme engendre un type spécial d'homosexuel chez qui prédominent les instincts et activités sociales. En fait, ce mécanisme est constant, cette fixation amoureuse est la condition primordiale de la première intégration aux tendances instinctives de ce que nous appelons les tensions sociales. Intégration douloureuse, ou déjà ce marque les premières exigences sacrificielles que la société ne cessera plus jamais. 38 S. Freud. De quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité, trad. Jacques Lacan, revue de psychanalyse, 1932, numéro 3, page 391 à 401. 12 décembre 1933. Motif du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin. 105. D'exercer sur ses membres, tel est son lien avec cette intentionnalité personnelle de la souffrance infligée, qui constitue le sadisme. Cette intégration se fait cependant selon la loi de moindre résistance par une fixation affective très proche encore du moi solipsiste. Fixation qui mérite d'être dite narcissique et où l'objet choisi est le plus semblable au sujet. Telle est la raison de son caractère homosexuel. Mais cette fixation devra être dépassée pour aboutir à une moralité socialement efficace. Les belles études de Piaget nous ont montré le progrès qui s'effectue depuis l'égocentrisme naïf des premières participations aux règles du jeu moral jusqu'à l'objectivité coopératrice d'une conscience idéalement achevée. Chez nos malades, cette évolution ne dépasse pas son premier stade, et les causes d'un tel arrêt peuvent être d'origines très différentes, les unes organiques, terres héréditaires, les autres psychologiques. La psychanalyse a révélé parmi celles-ci l'importance de l'inceste infantile. On sait que son acte semble n'avoir pas été absent de la vie des sûrs. À vrai dire, bien avant que nous ayons fait ces rapprochements théoriques, l'observation prolongée de cas multiples de paranoïa, avec le complément de minutieuses enquêtes sociales, nous avait conduit à considérer la structure des paranoïas et des délires voisins comme entièrement dominée par le sort de ce complexe fraternel. L'instance majeure en est éclatante dans les observations que nous avons publiées. L'ambivalence affective envers la suraînée dirige tout le comportement auto-punitif de notre Casimé. Si au cours de son délire aimé transfère sur plusieurs têtes successives les accusations de sa haine amoureuse, c'est par un effort de se libérer de sa fixation première, mais cet effort est avorté. Chacune des persécutrices n'est vraiment rien d'autre qu'une nouvelle image. Toujours toute prisonnière du narcissisme, de cette sûre dont notre malade a fait son idéal. Nous comprenons maintenant quel est l'obstacle de verre qui fait qu'elle ne peut jamais savoir, encore qu'elle le crie, que toutes ces persécutrices, elle les aime, elles ne sont que des images. Le mal d'être d'eux, dont souffrent ces malades, ne les libère qu'à peine du mal de Narcisse. Passion mortelle et qui finit par se donner la mort. Aimer frappe l'être brillant. Qu'elle est justement parce qu'elle représente l'idéal qu'elle a de soi. Ce besoin d'auto-punition, cet énorme sentiment de culpabilité se lit aussi dans les actes des Papins, ne serait-ce que dans l'agenouillement de Christine au dénouement. Mais il semble qu'entre elles les sûres ne pouvaient même prendre la distance qu'il faut pour se meurtrir. Vraies âmes siamoises, elles forment un monde à jamais clos, à lire leur déposition après le crime, dit le docteur Logre, on croit lire double. Avec les seuls moyens de leur îlot, elles doivent résoudre leur énigme, l'énigme humaine du sexe. Il faut avoir prêté une oreille attentive aux étranges déclarations de tels malades pour savoir les folies que leur conscience enchaînée peut échafauder sur l'énigme du phallus et de la castration féminine. On sait alors reconnaître dans les aveux timides du sujet dit
Normal les croyances qu'il tait et qu'il croit taire parce qu'il les juge puériles, alors qu'il les tait parce que sans le savoir il y adhère encore. Le propos de Christine, je crois bien que dans une autre vie je devais être le mari de ma sœur, est reproduit chez nos malades par maints thèmes fantastiques qu'il suffit d'écouter pour obtenir. Quel long chemin de torture elle a dû parcourir avant que l'expérience désespérée du crime la déchire de son autre soi-même, et qu'elle puisse, après sa première crise de délire hallucinatoire, où elle croit voir sa sœur morte sans doute, de ce coup, crier, devant le juge qui les confronte, les mots de la passion dessillée, oui. Dis oui. Au soir fatidique, dans l'anxiété d'une punition imminente, les surmêlent à l'image de leur maîtresse le mirage de leur mal. C'est leur détresse qu'elles détestent dans le couple, qu'elles entraînent dans un atroce quadrille. Elles arrachent les yeux, comme châteraient les bacs chantent. La curiosité sacrilège qui fait l'angoisse de l'homme depuis le fond des âges. C'est elle qui les anime quand elles déchirent leurs victimes, quand elles traquent dans leur 12 décembre 1933 Motif du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin. 106. Blessure béante. Ce que Christine plus tard devant le juge devait appeler dans son innocence, le mystère de la vie.